Philippe Sorel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. À l'occasion de ces municipales 2014, nous invitons au sein de la brasserie du Sud à Antigone, quartier qui vous est cher, j'imagine, puisque vous officiez ici en tant que chirurgien dentiste, bien entendu. Et bien entendu, vous briguez aussi la candidature en tant que maire de Montpellier. Oui, Antigone est un quartier qui m'est cher parce que c'est là que j'ai installé mon cabinet dentaire il y a maintenant 20 ans et dans lequel j'ai été 3 fois élu conseiller général depuis 1998. Donc voilà, c'est beaucoup de passion pour ce quartier qui a défrayé la chronique lorsque Georges Frêche, alors maire, l'avait fait construire et qui aujourd'hui est devenu l'un des fleurons de l'architecture contemporaine de Montpellier. D'accord, bon, en tout cas on est vraiment content de vous recevoir. Je vais vous proposer un verre, hein, puisqu'on est dans la brasserie, on a eu la chance, Kaina, de pouvoir s'exporter. Donc si vous voulez bien choisir votre boisson, on est content de vous l'offrir. Ben merci, je vais prendre une menthe à l'eau avec des glaçons si vous voulez, et une paille, c'est faisable. Et pour moi, ce sera un sirop de kiwi, s'il te plaît, Amine. Allez, c'est parti. Super. Donc vous avez 57 ans, marié. 56. 56, ah mais c'est ce qu'on dit, hein, mais sur tous les médias on lit bien 57. Vous êtes né en 1957, c'est ça? Ouais, mais à la fin de l'année. Fin de l'année 57. 57 ans, c'est des chiffres qui tombent bien. Donc c'est peut-être un présage pour la mairie de Montpellier. Vous êtes un homme d'art et des lettres. Alors je lisais dernièrement, je vais peut-être me tromper, hein, je lisais dernièrement le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, avec le héros principal qui se nomme Julien Sorel. Et ça m'est resté en tête. Et en relisant le pitch de ce roman, je vais vous lire quelques petits trucs. Ce jeune héros est assez bien caractérisé par ce caractère amoureux, l'apprentissage de soi et du monde, avant de dresser sa propre statue de rebelle. Et ce mot rebelle, Julien Sorel et Philippe Sorel, pour moi, ça ne faisait plus qu'un, puisque aujourd'hui, dissident du Parti Socialiste, vous avez été exclu et vous vous présentez en solo à la mairie. Oui, il n'y a pas que cette coïncidence-là dans le rouge et le noir qui me caractérise. Je vais vous faire une petite confidence. La première fille que j'ai embrassée, elle s'appelait Rénal. Exactement comme l'héroïne du roman Rouge et du Noir. Donc vous voyez, c'est un roman qui me suit depuis de nombreuses années, mais rebelle, c'est pas le mot, c'est surtout... je fais partie de ceux qui détestent l'injustice. Donc lorsque j'ai la capacité de porter la voix de cette lutte contre l'injustice, quand je sais que beaucoup ne peuvent pas le faire, ben, je ne rate pas l'occasion de me propulser dans cette faille qui est assez rare pour un homme politique. D'accord, on aura l'occasion de revenir largement sur vous et puis sur quelques propositions. Donc pour vous situer un petit peu, on a choisi d'exporter notre émission ici au sein de la brasserie. Donc nous allons pouvoir rejoindre une table où nous serons entourés de jeunes journalistes, Sciences Po, école de journalisme et habitants des quartiers populaires et notamment de la Paillade. Donc ils ont préparé quelques questions. Et ça permettra comme ça de vraiment axer le questionnement, l'interview sur les quartiers populaires essentiellement, et notamment sur l'éducation, sur l'emploi. Ok. Voilà, donc on rejoint la table. Donc alors Philippe Sorel, je vous explique un petit peu le déroulement. Donc il va y avoir quelques questions. On va vous passer 3 reportages télévisés qui ont été réalisés par les Caïnotes. Vous avez la primauté, la chance d'avoir parmi vous 3 éminentes personnes, des jeunes journalistes émérites. Nejma, bonjour, qui est étudiante à Sciences Po. Lucie, étudiante en journalisme, et Hilaire, qui lui est un habitant de la Paillade et qui était aussi étudiant. Bonjour. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un reportage qui dresse le portrait de Philippe Sorel. Mais qui est donc Philippe Sorel? C'est un reportage qui a été réalisé dernièrement par Justin, Marion, Mathilde, Grégoire et Jean-Fabrice.
Parcours politique de Philippe Sorel assez classique, sur le tard, hein, dans les années 90, militant Parti socialiste, dentiste, donc ça peut intéresser la majorité socialiste montpelliéraine. Donc il va rentrer finalement assez vite au conseil municipal, puis le conseil général ou l'inverse, d'ailleurs je ne sais plus. Parcours classique de militant mais rapide, puisque adjoint à l'urbanisme, adjoint à la culture, conseiller général, et ayant perdu relativement peu d'élections. Alors Philippe Sorel, lui, il incarne normalement dans sa profession dentiste une partie de Montpellier qui a plutôt historiquement été à droite, et pourtant il est à gauche. Donc c'est l'un des paradoxes de Philippe Sorel. Il est également issu d'une vieille famille montpelliéraine, avec tout ce que ça peut comporter comme réseau autour, même si c'est souvent l'objet de fantasmes. Et je trouve que c'est quelqu'un qui, du coup, incarne dans sa manière de faire de la politique vraiment un certain esprit montpelliérain, classique. Voilà. Et par classique, j'entends quelqu'un qui incarnerait de façon un peu charnelle cette ville. Contrairement à d'autres candidats, c'est quelqu'un qui joue beaucoup de sa campagne sur sa personne. Quelles sont ses orientations politiques ? Philippe Sorel, socialiste tendance Manuel Valls, donc on va dire à la droite de la gauche. Une gauche tout à fait désinhibée, décomplexée, notamment sur les questions de sécurité, mais aussi sur les questions économiques. Je pense que la politique de François Hollande, et notamment le fameux virage du pacte de responsabilité, ça lui convient très bien. Les prises de position de Valls aussi assez sécuritaires, ça lui va bien. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui entretient un certain flou quant à ses éventuelles alliances de second tour. Je crois qu'en fonction du résultat qu'il aura, il peut aussi bien aller à gauche qu'à droite, même si fondamentalement c'est un militant socialiste et son cœur est à gauche plutôt. Philippe Sorel, c'est l'individu qui normalement devrait être à droite, mais qui pour autant est un potentiel leader de gauche. Il est à la fois dans la fidélité à l'héritage de Georges Frêche, il est aussi dans ce que la société montpelliéraine lui a donné comme inspiration, au travers de ses engagements francs-maçons, d'une part, et d'autre part de son appartenance à une société, la société des barons de Caravette, qui cultive la tradition montpelliéraine. Personnage plutôt sympathique, communicant, capable de serrer des mains, côté Chirac jeune, capable de serrer beaucoup de mains, beaucoup de sourires, très disponible. Une grosse volonté politique, une grosse envie de réussir à mon avis, et quelqu'un qui est à la fois un homme de terrain et de dossier. La force, c'est d'incarner assez bien la complexité de la société montpelliéraine. La faiblesse, c'est sa solitude relative. Un challenger, un outsider, quelqu'un qui pourrait créer la surprise à Montpellier et qui, à mon avis, abandonnera jamais la politique parce qu'on sent qu'il a le virus en lui véritablement. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez jovial, quelqu'un qui a une grande confiance en lui, qui communique assez facilement sa bonne humeur. La limite de tout ça, s'il faut trouver un peu de critique, c'est qu'il est, je pense, un peu trop confiant et un peu trop épaté par lui-même et justement sa capacité à séduire au-delà des clivages politiques. Dans 10 ans, il est soit maire de Montpellier, soit candidat à la mairie de Montpellier, parce que je pense qu'il le sera jusqu'à 92 ans s'il faut. J'ai du mal à me projeter sur 10 ans avec Philippe Sorel. J'ai plutôt l'impression qu'il joue une sorte de va-tout, de celui qui n'a rien à perdre. Alors, si Philippe Sorel était un slogan, je verrais bien, si tu ne vas pas à Lagardère ira à toi. Il y a un côté, je veux absolument la mairie, donc si on ne me la donne pas et on ne me la donnera pas, je vais forcément aller la chercher. Alors, Philippe Sorel. C'est assez juste ce qui a été dit. Néanmoins, je vais faire 4 remarques pour redresser quand même quelques phrases qui ont été indiquées dans ce reportage. D'abord, on a dit « il n'a pratiquement jamais perdu d'élection ». Je n'ai jamais perdu d'élection. D'accord. Donc, ce n'est pas pratiquement jamais, c'est jamais. Il y a une grande différence dans l'expression.
La deuxième chose, c'est que Antoine Guiral de Libération dit le gros désavantage qu'il a, c'est la solitude. Quand on est estimé à 20% de l'électorat montpelliérain sans parti politique, on n'est quand même pas tout seul. Troisième point, il ne peut pas abandonner la politique. Si. Je peux abandonner la politique quand je veux, parce que je suis un homme libre. Et je considère qu'il y a d'autres choses aussi belles que la politique, et peut-être moins essentielles. Les enfants, la famille, les amis, les parents, la beauté du monde, c'est aussi beau que la politique. Donc je peux abandonner la politique à n'importe quel moment. Et puis, un peu trop confiant, non, je ne suis pas confiant, mais j'ai le sentiment que c'est l'heure, c'est différent. Quand j'ai au fond de moi l'intime conviction que je suis dans mon temps, dans ma voie, je vais jusqu'au bout. C'est pas de l'excès de confiance, c'est plutôt une espèce d'harmonie avec ce que je constate dans la vie de tous les jours et mon propre état intérieur, si vous voulez. C'est plus philosophique. D'accord, très bien. Moi, j'ai noté quelque chose qui m'a fait sourire. C'est ce fameux... Alors, je crois que c'est M. Guiral qui dit socialiste, tendance valse. Alors, et que vous entreteniez aussi un flou dans le sens éventuel à une alliance avec la droite. Aujourd'hui, moi, j'ai vu au sein de votre liste qu'il y a de diverses opinions politiques, notamment du centre droit. Et aujourd'hui, je voudrais savoir, Philippe Sorel, est-ce que au second tour, il y aura une alliance? Aujourd'hui, c'est ce qu'on souhaite savoir. Donc, répondez-moi, franchement, sans détour. Franchement, si je suis en tête de liste citoyenne au deuxième tour, je ne peux pas empêcher les gens de me soutenir. Donc, ce qui veut dire qu'il y aurait éventuellement... Ensuite, c'est clair. Ensuite, vous avez vu des gens de droite dans ma liste. Oui. Il y en a moins que dans la liste de Martine Aubry à Lille qui s'est associé avec le MoDem. Beaucoup moins. Je ne vous le fais pas dire. Et les miens, ils n'ont pas l'étiquette MoDem. Et que je sache, le MoDem, c'est la droite, c'est pas la gauche. Alors quand je mets quelques centres droits dans mon équipe, à moi, on me le reproche, à Martine Aubry, on dit rien. C'est injuste. On le reproche pas. Je suis contre l'injustice. On ne vous le reproche pas. On essaye simplement de savoir une ligne qui soit claire. Juste pour vous rassurer sur les options et pour répondre à Antoine Guiral, qui, je le rappelle, est le directeur politique du service politique de Libération et qui s'est permis de diffuser un sondage qui a été fait par les étudiants de la faculté de Sciences Po de Montpellier, présidé par leur professeur, M. Dormagin. Ce n'est pas un sondage qui sort des grands instituts. Le sondage qui m'a donné à 12% a été fait par des étudiants. Oui, bon. Sur des listes, non, mais il faut le dire. Il faut que les Montpelliérains sachent ça. Avec des listes de téléphones qui leur ont été confiées. Et en particulier, mon téléphone. Puisque les étudiants de Sciences Po m'ont appelé, moi, pour me sonder, alors que j'étais candidat. C'est vous dire la méthode. Je ne comprends pas qu'un grand service de politique comme celui de Libération se soit approprié un sondage de cette espèce. Bon. C'est un peu regrettable. Bon, ça, c'est les néandres de la politique, c'est la politique politicienne. Non, c'est injuste. Non, mais ça, Pour en revenir des alliances, il y a un sondage qui vous a donné gagnant si vous vous alliez à Domergue. C'est pas exactement ça. Non. Non. Je vais reprendre les éléments. Vous avez raison sur l'image, si vous voulez, mais c'est pas exactement ça. Le Parti socialiste, en 2008, avec Hélène Mandroux comme tête de liste, a fait 47% au premier tour. Les Verts, si je rajoute Europe Écologie Les Verts, ainsi que les Verts indépendants, c'est 14%. Si je rajoute 14% au 47%, l'amalgame les Verts plus le PS, 47 plus 14 égale 61% Verts PS. Aujourd'hui, le maire de Cournon-Sec et les Verts, dans la liste PS, atteint le magnifique score de 31, c'est-à-dire la moitié de ce qu'avait fait Hélène Mandroux en 2008. 31. De son côté, l'UMP est stable. En 2001, l'UMP fait 27%. 2008, 27%. Aujourd'hui, 27%. Élève régulier.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Domergue? Il a demandé un sondage par l'intermédiaire du Figaro et de l'UMP national pour comment expliquer ça? Pour valoriser son raisonnement. Et son raisonnement est simple. Si on rajoute les 27% de l'UMP aux voix que moi je peux faire, c'est plus que le PS. Mais qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous seriez partant? Mais moi, il ne m'a pas demandé l'autorisation. J'ai jamais dit ça. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, donc vous n'envisagez aucune alliance avec Domergue? Ni Domergue, ni Moore, ni Domergue, ni Moore, mais pas pour les mêmes raisons. D'accord. Pas pour les mêmes raisons. D'accord, très bien. Bon. Domergue, c'est pas ma famille politique. Très bien. On va... Et Moore, c'est unlimited, les raisons. On va continuer sur une question sur le portrait, Nejma. Oui, non pas sur le portrait, sur vous. On va continuer de parler de vous. Lors d'un entretien accordé très gêné, vous savez. Bah, pourquoi ça? Je suis très gêné quand on parle de moi comme ça. J'ai pas l'habitude. Vous êtes modeste. Pas modeste, je suis gêné, je suis un peu... Ça va, on est entre nous. C'est la pudeur. On est entre nous. Un peu de pudeur, c'est tout. Alors, lors d'un entretien accordé au Nouveau Montpellier, vous avez déclaré que vous continueriez d'exercer votre métier de chirurgien dentiste. Et donc, ma question est la suivante. Comment est-ce que vous comptez concilier le métier de chirurgien dentiste et celui de maire, alors que selon vos propos, le métier de maire est un métier qui s'exerce à plein temps? Ben, vous savez, je travaille à mon cabinet à 7h15 le matin. À 7h15, la mairie est fermée. Hein. Donc de 7h15 à 9h, je peux exercer mon métier, ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. Je ne vis pas de la politique. J'ai un métier, je l'exerce et je suis libre. Lorsque vous avez un métier, vous êtes en contact avec la population. Vous avez une série de thermomètres qui sont plantés dans l'opinion qui vous permettent de mesurer l'état de la population française. Vous savez, les sondages, c'est bien, mais je peux les faire tous les jours à mon cabinet dentaire. Je ne me trompe pas beaucoup, vous savez. Je n'ai pas besoin des grands instituts ni des étudiants de Sciences Po de Montpellier, digne de M. Dormagin, leur professeur, pour me faire une idée réelle de ce que pensent les Montpelliérains. Vous avez une dent contre M. Dormagin, c'est... Monsieur Dormagin... L'expression est bien trouvée, Nejma. Monsieur Dormagin, il faut qu'il fasse son travail. Comme disait Claude Allègre, il faut que les présidents président, les enseignants enseignent, les directeurs dirigent, mais qui ne se mêlent pas de mes affaires, Monsieur Dormagin. Il en a assez avec son université. Donc, je réponds à votre question. Moi, je me qualifie comme un travailleur manuel. Je travaille avec mes mains. Je travaille dans le domaine de la santé, en proximité avec les gens. Et quand je ne travaille pas, je vais vous dire, je suis malheureux. Parce que ça me manque beaucoup, ce contact. Et ça risque pas d'être difficile de concilier les deux? Je ne travaille pas beaucoup. Donc, à une petite dose, c'est tout à fait réalisable, à condition de garder sa liberté. D'accord. Lucie avait aussi une question qui était assez intéressante et j'aimerais bien vous entendre sur ce point. Oui, donc on va encore rester dans le portrait, dans l'image qu'on fait de vous. Donc, alors que vous étiez encarté au Parti Socialiste depuis 1994, le 7 janvier dernier, Christophe Borgel, secrétaire national chargé des élections au PS, vous a exclu du parti pour la raison suivante, je cite, « Philippe Sorel a annoncé et affiché sa volonté de conduire une liste qui n'est pas celle du PS. » Alors, comment avez-vous vécu cette exclusion et quel est à présent votre état d'esprit face à cette situation? Écoutez, moi je reste socialiste dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, mais socialiste comme Jean Jaurès, pas comme Harlem Désir. C'est deux choses différentes. Après, le fait de me faire exclure du Parti Socialiste, je ne vous dis pas que ça m'enchante. Je ne vous dis pas que ça me fait plaisir. Je vous dis même que toutes les heures que j'ai passées avec les militants de Montpellier, auxquels je suis très attaché, ça me fait de la peine. Mais j'ai choisi. Moi, à partir du moment où j'ai choisi. Je ne reviens pas dessus. Et donc, je savais qu'en me mettant en dehors de la discipline du parti, je serais exclu. Donc, clairement, vous avez tiré un trait sur le PS ? Oui, on peut le dire comme ça, oui, sur ce PS. Sur ce PS. Pas sur le socialisme, sur le Parti socialiste. C'est deux choses différentes. Il y a les idées, la philosophie, à laquelle je crois, j'adhère profondément. Et puis, il y a la façon de la mettre en pratique, que je considère comme inadaptée au monde actuel.
Très bien. Hilaire avait aussi une question, on va rester sur le socialisme, celui qui incarne le socialisme, l'enfant terrible du Parti socialiste à Montpellier, il l'a incarné, c'est monsieur Georges Frêche. Hilaire. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années avec Georges Frêche. Que gardez-vous ou rejetez-vous de ses enseignements et idées? Souvent, on me pose la question, est-ce que vous êtes l'héritier de Georges Frêche? C'est vrai. Moi, je ne suis pas l'héritier de Georges Frêche. On n'a pas voulu vous la poser, celle-ci. Hein. Oui, mais ça va me permettre de répondre à la question d'Hilaire. En fait, Georges Frêche, c'était Georges Frêche. Hélène Mandroux, c'est Hélène Mandroux. Et Sorel, c'est Sorel. On est tous uniques. On est tous différents les uns des autres. Et on exerce notre façon de gouverner avec notre culture, avec nos sentiments, avec notre sens du collectif, plus ou moins. Chacun, c'est une façon de faire qui est très personnelle. Par contre, j'ai travaillé 15 ans à côté de Georges Frêche. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Parce que j'ai appris plein de choses en politique. Et moi, j'aime bien apprendre. Et avec lui, j'ai été servi parce qu'on apprenait tous les jours, même quand on ne s'y attendait pas. Mais j'ai appris aussi avec Hélène Mandroux. J'ai appris aussi avec André Vézinet. Et j'ai appris aussi avec certains de mes collègues qui sont aujourd'hui en fonction. Ce que j'ai appris de Georges Frêche, c'est la construction de la ville. Parce que là, tous les Montpelliérains s'accordent à dire que s'il y a bien un domaine qu'on peut lui reconnaître, c'est d'avoir bâti Montpellier. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Après, il y a plein de choses que j'ai gardées et d'autres que j'ai rejetées. Et d'autres que j'ai transformées. Parce que c'est un autre temps, aujourd'hui. Et à mon sens, c'est l'heure, il faut tourner la page. Très bien. Comme vous le savez, Philippe Sorel, Caïna est installé au sein du quartier populaire de La Paillade. Nous avons notre studio télé, d'ailleurs, où vous étiez invité le jour de l'inauguration. Je me souviens, puisque c'était moi qui vous avais interviewé, où il y avait justement M. Vézinet que vous avez évoqué. C'était à l'époque où j'étais fâché avec Vézinet. Exactement. On ne le voyait pas trop à l'image. Déjà, on voyait très bien que vous étiez droit dans vos bottes. Hein. Et par rapport à cela, vous savez que la plupart des jeunes qui sont chez nous font des reportages sur tout ce qui se passe autour d'eux. Et on a voulu axer justement un reportage sur la question de l'emploi. Et on va regarder un documentaire qui a été réalisé par Mathilde, Marion et Hilaire, ainsi que Jean-Fabrice. À tout juste 18 ans, Sabri vient de signer son premier contrat d'avenir fin janvier. C'est grâce à sa pugnacité qu'il a trouvé ce poste de secrétaire commercial dans un cabinet d'assurance. Je commence vraiment à, comme je vous disais, j'arrivais pas à me donner d'objectifs et là maintenant j'ai des buts. Je me dis où je serai dans 10 ans, je me demande ce que je ferai, est-ce que je pourrais ouvrir ou non ma propre entreprise, est-ce que je pourrais... Et j'arrive à avoir cette ouverture d'esprit que je n'avais pas et j'arrive aussi à réaliser et à comprendre à quel point j'ai une chance. Pourtant, pendant longtemps, le jeune homme a connu des moments difficiles. Déscolarisé très tôt, il n'a aucun diplôme. Au bout de 3 ans d'expérience, Sabri pourra valider ses acquis professionnels afin d'obtenir le bac et le BTS équivalent. Tout va mieux avec moi-même déjà, premièrement, et tout va bien, quoi. Tout est mieux, je suis heureux, je suis content, je fais un boulot qui me plaît, avec des gens que je côtoie pas forcément, mais qui sont gentils aussi. Enfin, j'avais vraiment besoin de cette part de relationnel et je l'ai obtenu en travaillant ici. Selon une étude menée par le Conseil d'analyse économique, parue début 2013, 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation, soit 17% de cette classe d'âge. Avec l'Espagne, l'Italie et la Grèce, la France fait partie des plus mauvais élèves en Europe en matière de formation. Les quartiers populaires sont les plus touchés, notamment à La Paillade, au nord-ouest de Montpellier. Par exemple, sur le sud de La Paillade, près de 40%, près de la moitié des jeunes sont sans activité et dans aucun dispositif de formation.
Après, je ne dis pas que ce qui existe ne marche pas, mais pour une partie de ces jeunes les plus structurés, ceux qui ont les prérequis scolaires, ceux qui ont des petits bagages, peuvent s'en sortir. Mais une large majorité de ces jeunes, de ces 40%, sont sur le carreau. À la période, à part le Pôle emploi qui a celle neuve et la mission locale qui est Avenue Louis-Ville, il n'y a rien d'autre. C'est que le truc, c'est qu'on les voit pas. C'est qu'il y a certaines assos qui sont à la paillette. Dès qu'il y a des personnes qui les cherchent et qui ne sont pas de la paillette et qui nous demandent la route ou le chemin, qui nous disent ouais, il y a cette assos-là, mais nous, on ne savait même pas. Ça veut dire qu'il y a des associations, il y a des structures qui sont à la paillette, que même les pailladins, ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas où ça se trouve parce qu'il n'y a aucune information. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas de la paillette et qui savent où c'est. Le niveau de formation, certes, mais également l'origine socio-géographique ou encore le manque d'expérience sont autant de freins à l'embauche. Les conditions dans lesquelles on vit, tu vois, parce que habiter dans un quartier, c'est pas très simple. Tu sais. Et puis voilà, il faut faire avec d'un côté. Après, tu as le manque de vocabulaire qui nous pèse un peu, tu vois, parce que les jeunes de quartier, ils n'ont pas forcément un vocabulaire soutenu. Tu vois, donc c'est ce qui fait qu'on a du mal à se faire comprendre certaines fois, on va dire, avec certaines personnes. Donc après, tu as la tenue vestimentaire qui ne leur plaît pas forcément, que déjà ça pose des barrières, ils te jugent juste avec la tenue vestimentaire avec laquelle tu es, en fait, avec laquelle tu es vêtu. Un jeune peut qualifier qui a peu d'expérience dans un restaurant, qui est un peu gauche, qui ne sait pas trop, machin, eh ben, l'employeur il se dit ben, il ne va pas me rapporter assez de fric pour couvrir le coût, sa productivité ne rapporte pas assez de fric, voilà. Et si ces entreprises ne sont pas aidées, peut-être qu'elles n'embaucheront pas. Il faut renforcer et soutenir tous les dispositifs qui facilitent l'apprentissage, mais dans les petites entreprises. Et voilà. Et en parallèle, favoriser aussi des dispositifs nouveaux qui permettent d'accompagner l'emploi. Alors, il y a le système d'apprentissage classique, mais quand je parle d'emploi aidé dans les petites PME, des emplois aidés accompagnés d'un dispositif obligatoire de formation pour les jeunes. Depuis plusieurs années, des dispositifs d'aide à l'embauche sont mis en place. Mais selon le directeur de l'association Défi, ceux-ci restent encore inefficaces. Aujourd'hui, tous les dispositifs soutiennent le secteur non marchand. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait que ce type d'emploi aidé soit aussi ouvert sur le secteur marchand. Et pas les grosses boîtes, mais pour les petites PME et les petites entreprises. Favoriser et soutenir l'apprentissage, par exemple, pourrait proposer, créer des postes au niveau du Pôle emploi, avec des référents qui iraient dans les entreprises, des référents apprentissage, et des référents qui expliqueraient et qui accompagneraient les petites entreprises dans le recrutement de jeunes de faible niveau de qualification avec un renforcement des aides de l'État. Montpellier accuse un fort taux de chômage avec 14,2% en 2013, bien au-dessus de la moyenne nationale avec 10,4%. Donc vous avez dû remarquer le petit clin d'œil à votre profession au sein de reportage. Oui, c'est un petit clin d'œil, c'est même un gros clin d'œil parce que c'est mon cabinet, c'est le cabinet de prothèse avec lequel je travaille, qui se trouve à côté des Gémeaux, en zone franche. Super, c'était une question piège pour savoir si vraiment vous étiez toujours dans la profession, mais je vois que vous répondez avec brio, donc parfait. Alors, l'emploi, les emplois d'avenir, les quartiers populaires, quels sont aujourd'hui vos projets pour répondre aux besoins de ces jeunes? Bon, alors on va partir d'abord des emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, ce sont des mesures qui ont été proposées par le gouvernement, qui sont des mesures palliatives, qui sont de bonnes mesures pour un temps, mais qui ne règlent pas sur le fond le problème du chômage. Le problème du chômage, eh bien, c'est aux chefs d'entreprise de créer l'emploi. Et d'ailleurs, ça a été très bien dit par le directeur de l'association Défi, qui a expliqué que les petites entreprises, les moyennes entreprises étaient celles qui créaient le plus d'emplois en France, et particulièrement en Languedoc-Roussillon et à Montpellier. Mais moi, je rajouterais à tout ce secteur l'artisanat, le commerce, les professions libérales. Montpellier n'a pas de grandes industries, et je parlerai de la paillade à ce propos, comme je parlerai des autres quartiers populaires et non populaires.
Tout à fait. Parce que c'est un sujet qui touche toute la ville. Même si à La Paillade, il y a une concentration de chômage des jeunes qui est plus importante qu'ailleurs. Mais c'est un véritable problème qui touche l'ensemble du territoire communal. Moi, ce que je pense, c'est qu'une ville n'a pas les moyens de gérer directement les emplois. Par contre, elle peut aider et faciliter l'installation des entreprises. Et elle peut le faire de différentes façons. Elle peut le faire soit par des aides directes, par l'intermédiaire de l'agglomération et des parcs d'activité, en mutualisant les moyens mis à disposition des entreprises pour pouvoir fonctionner, mais aussi, et peut-être surtout, par un fonctionnement très fin de la ville. Notre ville de Montpellier, elle a vécu depuis 10 ans des années un peu, comment dire, délétères, où le fonctionnement précis de la ville n'a pas été surveillé de près. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut réparer la ville et soigner la vie quotidienne des Montpelliérains. Oui, mais quelle proposition, soigner la vie quotidienne des Montpelliérains, ça veut dire aider, entre autres, à l'installation de nouvelles entreprises, de commerce, d'artisanat et de professions libérales. Mais comment les faire venir? Attendez. Ça marche pas comme ça. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça marche pas comme ça, la ville. Quand on élit un maire, je pense qu'on a envie de savoir ce qu'il va faire. Oui, mais ou bien je vous dis des mensonges, ou bien je vous dis la vérité. Moi, je dis la vérité, je dis pas des mensonges. Donc, je vais vous répondre. Très bien. Je vais vous répondre, mais ça va être long, ma réponse. Ah oui, parce que elle est. Pas trop. Et oui, mais nous, les villes ne sont pas créatrices d'emplois privés. Elles sont créatrices d'emplois publics. C'est vrai. Donc, elles aident à la construction des emplois privés. Et la seule façon, c'est d'aider à l'installation de tout ce tissu dont a parlé le directeur de Défi, c'est-à-dire les petites entreprises, les moyennes entreprises, les professionnels libéraux, l'artisanat et le commerce. Hein? Lorsque vous touchez à l'espace public, lorsque vous élargissez l'espace public devant des restaurants, bien vous agrandissez les terrasses. Pour faire fonctionner une terrasse comme celle-là, il vous faut 3 personnes. Si vous agrandissez un peu plus, il vous faut 6 personnes. Vous avez créé 3 emplois. Ça se fait de cette façon-là, l'aide à l'emploi dans la ville. Ça ne peut pas se faire d'autre façon. Alors, après, il y a la capacité d'insertion des jeunes. Mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas la création d'emplois. C'est mettre des clauses dans les marchés qui permettent d'intégrer entre 5 et 10% de jeunes des quartiers ou des quartiers, de tous les quartiers de Montpellier, dans les travaux d'intérêt public que sont les grands marchés que passe la ville avec les entreprises. Par l'intermédiaire d'ailleurs de la mission locale d'insertion dont il a été question tout à l'heure et que j'ai présidé pendant 3 ans. Lorsque nous avons fait la première ligne de tram avec l'agglomération, nous avons, avec l'entreprise Gentoli, recruté 5% des ouvriers sur le tram dans la mission locale qui est sur le Grand Mail à La Paillade. À La Paillade. Voilà. D'accord, on aura l'occasion de revenir. Voilà, donc ça sont des clauses d'insertion, mais pour la création d'emplois elle-même, c'est autre chose. D'accord, là j'ai bien compris. Ouais. On va passer à une question intéressante de Nejma, justement, toujours sur l'emploi. Alors oui, je rappelle quand même, Monsieur Sorel, que le taux de chômage en ZUS, en zone urbaine sensible, est 2,5 fois supérieur à celui de zone hors ZUS, donc la ville de Montpellier par exemple. Nous, 18 mois en arrière, chez Caïna, on avait reçu une quinzaine de jeunes qui étaient pleins d'espoir à l'époque où le dispositif des contrats d'avenir avait été mis en place. Et finalement, ils n'ont rien obtenu. Je crois que sur les 15, il y en a un qui a signé un contrat d'avenir. Donc beaucoup de désillusions pour eux. Oui. Et je termine. D'autre part, la ville n'a signé que 50 contrats d'avenir environ. 50 exactement ou environ, je ne sais pas. Est-ce que vous ne pensez pas que les collectivités doivent montrer l'exemple ? Oui, d'ailleurs, nous avons augmenté le nombre de contrats d'avenir. Enfin, le maire, Hélène Mandroux, a augmenté sur notre pression le nombre de contrats d'avenir, puisqu'il en avait prévu 20, je crois, à l'origine. Et je crois que ce sera 70 en tout, quelque chose comme ça.
D'abord, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas promettre des choses qu'on ne tient pas. Et il ne faut pas dire aux jeunes, on va vous trouver un emploi si on ne la retrouve pas. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sans donner un emploi, sans donner un appartement, parce que ce n'est pas de ma compétence directe, je suis à 20%. Il ne faut pas mentir aux gens. Ça, c'est de la politique comme j'aime pas, ce qu'on leur a fait. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ben, ils vont dire, les politiques, c'est tous des pourris parce qu'ils mentent, ils nous promettent des trucs qui ne tiennent pas. Et ça, c'est horrible pour le tissu politique et pour notre société. Hein? Donc, oui, créer un certain nombre d'emplois d'avenir conséquents en fonction des collectivités. Il a été créé au Conseil général, à l'agglomération, à la ville. Mais non au mensonge que l'on distille, que certains distillent, et vous ne me prendrez jamais à ce jeu, aux jeunes en leur faisant croire qu'ils seront embauchés alors qu'ils ne le sont pas. D'accord. Mais si vous êtes élu maire, est-ce que vous pouvez vous engager à recruter un certain nombre, on va dire, plus de contrats d'avenir que ce qui a déjà été fait? Il faut voir le nombre de contrats qui ont déjà été faits. Vous savez que tout cela correspond à des sommes globales budgétées et que les finances de la ville sont pauvres. Oui. Que je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts pendant 6 ans, ville et agglomération, et que nous nous sommes engagés à baisser le prix du trajet du tram à 1 € et celui de tous les abonnements, parce que les jeunes ont besoin de transport et que c'est une baisse de pouvoir d'achat lorsqu'ils sont contraints d'acheter cher des abonnements pour leur transport personnel. Bien sûr, mais avant le transport, ils ont aussi besoin de travailler. Donc il faudra faire un audit là-dessus et voir. Moi, si j'ai la possibilité de le faire, je le ferai avec le plus grand plaisir du monde. Hein. Mais tout cela rentrera dans une évaluation générale des finances de la ville. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous engager à le faire. Non, sinon je mentirais. Très bien. On va passer une autre question, toujours sur l'emploi. En tout cas, on voit vos positions. On arrive à voir qu'il y a une certaine clarté dans ce que vous dites. Ah oui, moi c'est clair. Oui, c'est clair. C'est Antoine Guiral de Libération qui n'est pas clair. Non, ça, je ne dirais pas. C'est quand même une personne qu'on a la chance de pouvoir côtoyer. Mais il est sympa, je l'aime bien. Non, mais il n'y a aucun souci. Il habite Montpellier en plus. En plus, donc tant mieux. Lucie va vous poser une autre question qui est assez intéressante et vous nous répondez tout de suite après. Oui, monsieur Sorel, sans parler de mensonges, comme vous le dites, il y a quand même un fait, c'est que le taux de chômage dans les zones dites populaires est quand même élevé et supérieur à 2,5 fois à la ville. Donc quand même, la question est la suivante, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez des solutions concrètes face à cette inégalité ? Les solutions concrètes, c'est d'avoir le système de création d'emplois en permanence derrière la tête lorsque on fabrique la ville. Je vais vous prendre un exemple simple. Lorsque nous avons fait la ZAT à la Mosson, qui a été un succès total, nous avons embauché pour les sociétés de sécurité, pour tout ce qui était technique de l'audiovisuel, 80% de jeunes du quartier de la Paillade. Donc chaque fois que la ville peut déléguer à des sociétés qui embauchent sur le terrain. Mais ça, c'est des effets d'annonce. Après, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a vraiment, qu'est-ce qui reste? C'est ponctuel. Mais ça a été réalisé. C'est pas un mensonge. Hein? Ensuite, sur l'emploi, je vous dis, la seule façon de créer l'emploi, c'est de favoriser l'installation des entreprises et de ceux qui embauchent. Ce n'est pas la ville qui embauche. Ce sont les entrepreneurs, les commerçants, les professionnels libéraux, les artisans. Ce n'est pas la ville. La ville, elle donne que des emplois publics. Et pour les emplois d'avenir, c'est un cas particulier, comme les emplois jeunes l'avaient été dans leur temps. Ce sont des emplois qui sont des mesures gouvernementales pour réduire temporairement le taux de chômage. Donc c'est à la ville d'organiser finement son territoire. Et lorsqu'il y a des demandes d'installation, vous avez vu le cabinet de prothèses qui se trouve en face des Gémeaux tout à l'heure, eh bien c'est moi qui les ai fait installer en zone franche. Et eux, ils ont joué le jeu, parce qu'ils ont embauché des jeunes de la Paillade pour apprendre, pour faire la formation à l'intérieur même, qui sont maintenant associés ensemble. Hein. Mais d'autres, malheureusement, dans les zones franches, ne font pas le boulot. Très bien. Vous le savez. C'est très bien, puisqu'on va pouvoir rebondir sur votre réponse avec la question d'Hilaire.
Face au problème de chômage dans les quartiers populaires, que proposez-vous pour inciter les entreprises à s'installer dans les quartiers et embaucher les habitants du quartier populaire? Ben c'est le type même, c'est le but même de la zone franche. Mais la zone franche, oui, mais à condition qu'il y ait un contrôle de cette zone franche et des entreprises. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, les entreprises encaissent les avantages fiscaux et ne rendent pas en formation pour les jeunes du quartier ces avantages fiscaux qu'elles ont encaissés. Donc il faut OK pour demander des extensions de zones franches, mais à condition qu'on puisse les évaluer en temps réel. Très bien. Alors, on va passer à autre chose. On a eu pas mal de difficultés à pouvoir entrer dans certaines écoles, dans certains lieux publics en ce moment pour poser des questions, pour essayer de sonder un peu ce que pense la population. Donc, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en plus de plus croire à la politique fait peur même aux gens qui s'y intéressent. Puisqu'on a voulu faire quelques interviews dans certains établissements, on nous a dit non, c'est pas le moment, ou on n'a pas le temps, la direction a changé. On a voulu même avoir des parents d'élèves. Les parents d'élèves nous ont dit oui, puis ensuite se sont rétractés. Et on sait très bien que c'est pas trop la peur de la caméra, c'est plutôt la peur voilà, aujourd'hui les élections municipales approchent, les gens ont peur de parler. Et c'est vrai que dans ce climat, c'était assez tendu. On va quand même voir un reportage qui a été réalisé par nos caïnotes. Concernant un micro-trottoir. Ce reportage a été réalisé par Anaïs, Julia, Yanis, Hilaire et Amandine, et on en parle juste après. Je pense que c'est surtout le soutien scolaire qui est important dans ce quartier. Et je pense que les moyens mis en œuvre pour faire durer le soutien scolaire dans le quartier ne sont pas toujours à la hauteur des demandes du quartier. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parents qui laissent un petit peu tomber l'éducation, justement, au profit de l'école. Et pour moi, l'école, c'est vraiment le lieu de l'apprentissage. Elle ne peut pas se substituer à l'éducation au sein de la famille. Et j'ai vraiment l'impression que le cercle familial se délite. Et j'ai peur de cela. Le problème majeur, c'est le manque de moyens. Et le fait que la Paillade, même si c'est une zone qui a fait beaucoup de progrès au niveau environnemental, c'est quand même un petit peu un ghetto. Le problème majeur du quartier de la Paillade, c'est l'insécurité au niveau des passages à piétons déjà. J'ai remarqué ce matin. Le langage qui tiennent les petits de plus en plus petits. Il y a les écoles, il y a des locaux très vétustes, quoi. Clairement aussi, ça ne donne pas envie d'aller venir travailler quand on va travailler dans une salle où il fait juste 10 degrés, quoi, ou 15 degrés. Les associations, c'est bien, mais ça a ses limites aussi. Je pense qu'un professeur doit avoir plus de moyens pour aider ses élèves un peu plus par rapport aux cours. Je pense qu'il faut aussi valoriser les professeurs. Il faut valoriser l'éducation nationale, elle a des défauts, ça c'est évident, mais il ne faut pas non plus que ce soit un bouc émissaire dans l'éducation des enfants. Elle est là pour apprendre, elle est là pour l'éducation civique notamment, mais elle ne peut pas du tout se substituer à la famille et au cercle familial en tant que tel. Peut-être qu'en réglant avant tout le problème social, trouver du travail, que la croissance renaisse, etc., peut-être il y aura moins de problèmes après au niveau de la famille et donc au niveau des enfants. Le principal message que je voudrais dire au futur maire de Montpellier, tout simplement, c'est qu'il n'oublie pas que Montpellier est aussi une ville jeune, qui a besoin de garder certaines valeurs éducatives, notamment l'éducation populaire, et de continuer à aider les associations qui font l'éduc populaire, parce que c'est ce qui marche le mieux pour moi dans les quartiers. Le message pour les élections, ça serait employer des personnes pour les jeunes primaires, maternelles, etc. pour leur montrer l'exemple, quoi. De faire des efforts au niveau des enfants, puisque je pense qu'avant tout les enfants, c'est l'avenir. Voilà ce reportage sur le thème de l'éducation.
l'éducation dans les zones et les quartiers populaires. Vous avez un peu entendu la plupart de ces personnes qui attendent, qui ont des réelles questions, et je voulais vous entendre à ce sujet. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense qu'ils ont raison. Hein. Ils ont complètement raison. Il faut faire une pause dans la politique des grands équipements de la ville aujourd'hui. Il faut arrêter d'investir à tort et à travers sur des grands équipements et revenir à la vie quotidienne des Montpelliérains. Il faut réhabiliter les écoles, il faut donner des moyens supplémentaires aux écoles, mettre en place la réforme des rythmes scolaires de façon parfaite. C'est pour ça que j'ai demandé 1 an de battement pour faire un diagnostic intelligent, parce que je veux entendre les parents d'élèves, les professeurs des écoles, les personnels municipaux. Et lorsqu'on a des services avec 30% d'absentéisme, c'est la moindre des choses que de prendre son temps pour pouvoir agir sur un tissu qui est fragilisé. Hein. Donc, faire une petite pause dans les grands équipements pour mieux investir pour la vie quotidienne des Montpelliérains. Voilà quel est le programme que nous avons mis en place. Donc, si je comprends bien, c'est faire une pause. L'argent qui était alloué aux grands équipements peut être rétribué justement à ce grand chantier de réhabilitation d'écoles, etc. Absolument. Et de construction de crèches, tout ce qui concerne la vie quotidienne, réparer la ville et soigner la vie quotidienne des Montpelliérains. Ce sont nos 2 axes forts de campagne. D'accord, très bien. Nejma avait une question à vous poser, notamment sur ce thème de l'éducation. C'est pas moi, c'est Lucie qui va commencer. Et c'est Lucie qui va commencer. Petit problème technique. Donc le rapport Carlon évoque que dans les quartiers sensibles, il plane un phénomène de ségrégation qui tend vers une ghettoisation des milieux scolaires. En ce sens, la carte scolaire est un frein à la mixité sociale. Vous estimez-vous donc d'accord déjà avec ce constat, et que proposez-vous pour y faire face? Je suis d'accord avec ce constat, bien entendu, et pour y faire face, il faut modifier la nature de l'habitat. C'est-à-dire qu'il faut rétablir une grande mixité dans l'ensemble des logements. La Payade, il y a beaucoup de logements sociaux. C'est un pourcentage très important, je crois que c'est 50 ou 60% de logements sociaux. Et donc il faut remettre de la mixité à l'intérieur de ces logements sociaux. C'est ce qui a été tenté par le programme de Pierre Vive par le Conseil général. Mais à mon sens, il faut aller plus loin que cela. Il faut que les offices publics HLM reprécisent l'organisation même de leurs fonctionnements internes. Je m'explique. J'ai présidé un temps une société de logement social et nous avions dans les quartiers, par quartier, une agence qui permettait d'attribuer les logements et de faire de la mixité sociale l'un des facteurs d'attribution cage d'escalier par cage d'escalier. Il faut reprendre ce maillage fin de la ville qui passe aussi par des gardiens d'immeubles qui peuvent être, là c'est des créations d'emplois, à la fois financées par l'office et par les locataires. Ça passe aussi par une transparence complète des commissions d'attribution. Alors, ce que je cite là, c'est les mesures de justice pour le petit bar que j'ai intégrées dans mon programme. C'est ce que j'allais justement vous faire remarquer. Une autre question, cette fois-ci, c'est bien Nejma. Mais au niveau de la carte scolaire, qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'il y a de plus en plus de parents qui vont demander à ce que leur enfant apprenne une langue étrangère moins ordinaire, par exemple le russe, on va dire, pour que leur enfant soit scolarisé en dehors des quartiers populaires. Mais pas l'école. Non, là je parle pas de l'école, c'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez raison sur le principe. C'est un phénomène qui est récurrent. Ça souligne un gros problème. Par exemple, le russe ou les études sur les 3e européennes font que certaines familles choisissent ces filières pour que les enfants soient scolarisés à Joffre. C'est fréquent. Hein. Mais ça touche les collèges et les lycées beaucoup plus que les écoles. Oui. Par contre, sur les écoles, ce qui est important, c'est la mixité de l'habitat.
parce que c'est là qu'on arrive à refabriquer à la base la mixité sociale des écoles. Très bien. Très bien. Tu avais une question sur le corps enseignant. Oui, alors bien que la politique effraie un petit peu en ce moment, on a quand même réussi à rencontrer un personnel du corps enseignant. Et celui-ci nous a expliqué qu'en fait, les jeunes sont confrontés à 3 milieux différents. L'école, la rue et la maison. Et en fait, il nous a dit clairement qu'il manquait une médiation pour faire le lien entre ces 3 milieux. Qu'est-ce que vous proposeriez de concret pour faire face à ce problème ? C'est de tout temps que les jeunes ont été confrontés à l'école, la rue, la maison. C'est pas spécifique ni à un quartier, ni à une ville, ni à un temps particulier du XXe siècle, du XXIe. Oui, mais ça peut être plus dangereux quand on est au sein d'un quartier populaire. Sachant ce qui se passe dans la rue, les enfants peuvent être amenés à dévier beaucoup plus facilement que s'ils habitaient au centre-ville. Ça n'a rien à voir. Contraste en fait entre ces jeunes-là qui habitent les quartiers populaires que les autres. Vous les avez énervés, le contraste est plus flagrant. Sur la médiation, je suis extrêmement prudent. Une médiation qui est bien réalisée, oui, ça ne peut pas faire de mal. Mais une médiation qui est pervertie, souvent par la politique, c'est-à-dire ? Je ne suis pas farouchement amateur de ce type de choses-là. Les médiateurs, aujourd'hui, à mon sens, doivent être des médiateurs d'État. Des personnes qui sont embauchées par l'État et pas par les collectivités territoriales. Parce que sinon, on assiste à des manipulations terribles. Et moi, je suis contre cette pratique. Lorsque certains médiateurs ont été transférés de Montpellier, c'était Place au Sport, qui avait le service des sports, qui avait un certain nombre de médiateurs dans la ville. À un moment, tous ont été transférés sur le Petit Bar, laissant en cela des quartiers complètement dénués de tout médiateur sportif. C'était pris sous l'angle du sport, vous voyez. Pris sous l'angle du sport, ça peut se concevoir. Pris sous l'angle de la culture, ça peut se concevoir dans le cadre des activités municipales. Mais des médiateurs, comme on peut l'entendre au sens général du terme, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Et là, je vous parle par expérience et tout à l'heure, je vous donnerai des exemples précis. Je ne peux pas les dire. Très bien. On va passer à une autre question. On va éviter de rebondir parce que sinon, vous allez me les énerver et après, je vais pas pouvoir tenir le débat. Hilaire avait une question qui était toujours sur les rythmes scolaires, il me semble. Voilà, il était énervé quand il nous l'a préparé. Mais là, il a l'air un peu intimidé, mais je t'en prie, Hilaire. Pourquoi vous êtes-vous abstenu de voter pour la réforme scolaire ? Je ne me suis pas abstenu de voter pour la réforme scolaire. J'ai demandé à ce qu'on prenne un temps supplémentaire pour la mettre en place. Non pas que je sois opposé à la réforme scolaire, mais parce que je considère qu'aujourd'hui, il faut véritablement ouvrir une concertation très large et très précise pour la mettre en place, parce que c'est une réforme qui porte quand même sur un budget compris entre 3 et 8 millions d'euros pour la ville de Montpellier. Puis alors, justement, ne pensez-vous pas que cette réforme pourrait être très bénéfique pour les quartiers à travers les activités périscolaires et qu'elle devrait être prioritaire ? Elle peut être bénéfique si, à partir de 4 heures, les temps périscolaires sont parfaitement utilisés avec des animateurs, avec des professionnels qui s'en occupent, pour les quartiers populaires notamment. Mais là, justement, ce que je dis, moi, c'est que c'est une bonne réforme, mais il faut vraiment bien la préparer, sinon elle peut être catastrophique dans l'application. Et comment bien la préparer ? Il faut trouver... Lorsque je citais tout à l'heure le service éducation qui a 30% d'absentéisme, je ne voudrais pas que les enfants, à partir de 4 heures, soient livrés à eux-mêmes sous prétexte qu'il y a des animateurs fantômes. Donc il faut du qualitatif. Et du qualitatif surtout pour les quartiers populaires, mais pour tous les quartiers de la ville. Du qualitatif. Très bien.
Philippe Sorel, on sait que vous êtes proche des gens, que vous avez des réunions qui s'enchaînent, et notamment ces fameuses réunions Tupperware que vous organisez régulièrement. Vous organisez ça toutes les semaines Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, vous êtes... Mais c'est pas moi qui les organise, ce sont les citoyens montpelliérains qui m'invitent 2 fois par soir à des réunions de 2 heures à peu près où je me livre à cet exercice devant entre 20 et 50 personnes déchaînées. D'accord, très bien. Ben là, vous voyez, là c'est nous qui vous avons. C'est cool. Là c'est nous qui vous avons invité. Donc comme pour reprendre l'expression, si tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Donc le public est venu à vous. Et donc s'il y a quelques questions dans le public et si vous souhaitez y répondre, sans problème, ce serait avec grand plaisir. S'il y a une personne qui souhaite éventuellement répondre. L'activité phare, elle est en tant qu'adjointe de la culture, on va dire, c'est la ZAD, vous en avez parlé tout à l'heure. J'ai assisté, moi, celle de la Mosson, c'était très bien. D'accord, vous êtes vanté à juste titre qu'il y a eu, je crois, 80% de pailladins qui ont participé, travaillé, ci et ça. Au niveau du côté artistique, parce que je suis plus domaine culturel, vous avez invité beaucoup aussi de locaux. Et vous parlez, vous comme vos concurrents, beaucoup de mixité, ci et ça. Mais ce que je remarque, c'est que celle qui a suivi était aux Beaux-Arts et ni les travailleurs, ou très peu, on n'était plus sur des 80, et surtout aucun artiste, ou très peu, de la paillade ou des quartiers prioritaires. Quand ça se fait dans des quartiers chics, du coup, on n'a pas le retour et la mixité, selon moi. Alors, avant que vous répondiez, vous êtes Société civile, citoyen de Grabel. Super. Et simplement 2 questions dans votre question. Si vous permettez, je vais commencer par la 2e question. Sur les sociétés, notamment de sécurité, qui ont travaillé à la paillade et qui n'ont pas travaillé dans le quartier des Beaux-Arts. En fait, la ville, entre-temps, avait passé un contrat avec... et vous savez, il y a des appels d'offres. Et les sociétés qui ont été choisies, c'est la société qui a obtenu le contrat de la ville qui n'était pas de la paillade. Le jour où on a fait la ZAD de la paillade, il y avait un vide juridique parce que le contrat avait été annulé, ce qui nous a permis d'embaucher sur le champ les entreprises de la paillade. Ça, c'est la réponse technique à votre question sur le... Après, c'est la première fois qu'on a transmis le flambeau de la ZAD entre la paillade et le quartier des Beaux-Arts, et c'est Orchestra Saïd qui a transmis en faisant un duo de musique exceptionnel avec la musique traditionnelle marocaine, et puis les fanfares et les cuivres des Beaux-Arts, et qui ont arpenté l'ensemble du quartier. Donc ça a été transmis de cette façon-là. Voilà. Très bien, je vous remercie. Il n'y a pas d'autres questions? Il y a encore une question. Alors, veuillez vous rapprocher, cher monsieur. Vous êtes de Montpellier? Oui. Bien, bonjour, monsieur Sorel. Vous avez parlé tout à l'heure d'exercer un contrôle sur les entreprises qui bénéficieraient d'avantages fiscaux pour s'implanter en zone franche. Mais finalement, vous êtes resté assez vague. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont concrètement ces mesures qui pourraient s'appliquer pour contrôler ces entreprises. Merci. Il faut être capable de mettre en place dans la ville un système d'évaluation. Et là, il faut le faire en partenariat avec les services de l'État, parce que sur les zones franches, on est quand même sur un dispositif d'État. Dans le programme que nous présentons, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je n'ai pas l'habitude de brandir ça comme un étendard, mais l'association Anticorruption 34 m'a donné le diplôme en 2014 et a fait de moi le chevalier blanc qui lutte contre la corruption. Je ne suis pas un cow-boy, je ne suis pas un justicier. Je considère que l'humanité, elle est à 80% magnifique quand elle se gère bien, puis il y a toujours 20%. Voilà, et c'est ça qui fait la vie, et moi ça me va. Moi ça me va. Mais par contre, j'ai signé la charte anticorps. Et dans la charte anticorps, on a l'obligation d'évaluer les politiques publiques. Et surtout, on a l'obligation de mettre des commissaires aux comptes qui surveillent le fonctionnement de l'utilisation de l'argent public au cours d'évaluation. Et c'est dans le cadre de ces évaluations-là qu'on peut avoir un regard précis sur les zones franches. Très bien. Amandine, encore une question ou non? C'est bon? Ça ira? Bon, ben, je pense que vous avez dû convaincre tout le monde. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à vous. À remercier tous les jeunes journalistes, les jeunes caïnotes et tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission.
Et une dernière chose, on va vous demander de signer ce livre d'or qui va permettre éventuellement de garder une trace de votre venue sur ce plateau improvisé au sein de la brasserie qui est en face bien entendu de l'hôtel de région et qui peut-être un jour dira c'était le candidat à la mairie de Montpellier qui est aujourd'hui maire de Montpellier. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup.